Nous avons déjà les outils pour choisir presque n'importe quel futur. Au commencement était le numérique, une révolution au service de l'homme. Nous aurons un jour une pilule dans notre tube digestif pour détecter des signes de cancer. C'est le genre d'objet connecté qu'on aura dans notre corps. Des objets qui nous mesurent, des données qui nous échappent, autant d'ombres qui nous poursuivent. Le problème de l'ombre numérique, c'est qu'elle ne va jamais s'éteindre. Il ne fait jamais nuit dans le cyberespace. Cette nébuleuse digitale ouvre la porte d'un monde encore inconnu. Un monde où les logiciels combleront tous nos besoins, où l'intelligence artificielle devinera toutes nos envies. Il faut aussi avoir un rapport critique avec les machines. Les risques orwelliens de sociétés totalitaires, ils sont là, ils sont évidents. Pour moi, il ne s'agit pas d'un Big Brother. Ce serait plutôt Big Mother. Comme chaque matin, Chris Dancy mesure tout. Tension, température, pouls, qualité de sommeil. Et pourtant, il est en bonne santé. Reading complete. What chemistry this is? Who cares with your lips on mine? Chris vit seul avec Alexa, un majordome virtuel. Alexa, donne-moi les nouvelles. President Obama is urging young activists in Britain to embrace compromise and reject pessimism. Alexa, And standard. stop. Depuis 8 ans, Chris multiplie les objets connectés autour de lui et sur lui. Des capteurs garants selon lui de son confort et de sa santé. Là, sur mon poignet, j'ai mes objets connectés de la journée. Le premier, c'est une Apple Watch. Ça me permet d'envoyer des messages à mes amis. Et ça mesure mon activité physique. Celle-ci mesure mon pouls et ma qualité de sommeil. Je la porte 24 heures sur 24. Et celle-ci mesure mon activité physique et mon sommeil. Ce dernier mesure et capte les sons qui sont autour de moi. Et là, j'ai un appareil photo. Ça prend des photos toutes les 5 secondes de ce qu'il y a autour de moi. Et enfin, je porte un capteur de respiration qui observe comment mon diaphragme se contracte et se décontracte. Ça permet de déduire si tu es relâché ou tendu. Voilà ma pression artérielle, mon indice de masse grasse, de masse corporelle, mon activité sexuelle. J'ai une bonne activité sexuelle, ces données le montrent. Il y a mon pouls aussi. Rappelle-moi d'acheter du Coca Light. Mesurer le corps en permanence, le quantifier pour mieux prévoir. Pour Chris, c'est ordonner sa vie, lui donner du sens. J'ai tellement appris en observant comment je vis,
en analysant les différences d'un jour à l'autre. Je ne vis plus dans le flou. Je ne regarde plus la vie comme un grand mystère. Le mystère de la vie se résume-t-il vraiment à une série de chiffres? Pour Chris, c'est une évidence. Sa frénésie de données s'étend à tout son quotidien. Un quotidien qu'il met en pourcentage, en graphique, en diagramme. En rouge, les moments de distraction. En bleu et vert, les moments d'intense concentration. Ce qu'il y a sur ces écrans me permet d'identifier le type de comportement que j'ai au fil des jours. Là, par exemple, je vois que 46% de mon temps passé sur mon ordinateur est consacré à mes envois d'emails. Je ne crois pas qu'il y ait une vie online et une vie offline. Il y a juste la vie. Il y a un continuum entre les deux. Pour les enfants qui auront des lunettes à réalité virtuelle et pour les gens qui auront des ordinateurs intégrés à leurs vêtements, la frontière va devenir très floue. Chris pense que nous vivons une époque bientôt révolue. Celle où l'on peut encore choisir d'exposer ou non sa vie sur Internet. Lui qui dit être l'homme le plus connecté au monde, a donc voulu prendre de l'avance. Envoie un message à Doug. Je vais à l'épicerie. Comment vas-tu? Your message says, I'm going to the grocery store. How was your day? Ready to send it? Oui. Done. Vous êtes prêt pour le futur? Je suis le futur. La question, c'est plutôt, est-ce que le futur est prêt pour moi? Un quotidien quantifié. Une vie exposée. Est-ce vraiment le futur dont nous rêvons? Que nous le voulions ou pas, d'autres s'y préparent activement. Ils sont des millions en Californie à prôner la mesure de soi comme règle de vie. Ce mouvement, que les Américains appellent Quantified Self, est né dans la Silicon Valley. C'est la rencontre entre le culte du corps New Age et les nouvelles technologies. Un marché est en train de naître, prometteur selon les experts. De 3 milliards d'euros en 2015, il pourrait être multiplié par 6 en quelques années. Le corps humain devient objet de mesure permanente et lucrative. Daniel Kraft est médecin, diplômé de Harvard et consultant en santé connectée. On connaît aujourd'hui une croissance exponentielle de capteurs, toujours plus petits, moins chers et plus puissants. Vous pourrez faire un check-up digital où que vous soyez. Ça ne veut pas dire que vous n'irez plus chez le docteur. Ça veut dire qu'il vous prescrira des objets. Vous avez un problème orthopédique, par exemple. Votre docteur vous prescrit un objet connecté pour vérifier si vous marchez bien. Il récupère les données et si votre état ne s'améliore pas, il vous appelle ou vous envoie un SMS. Nous vivons dans un univers très stressant et ça serait très utile d'avoir des informations sur notre état mental. Par exemple, des informations basées sur notre voix ou sur nos textos, notre activité sur les réseaux sociaux. Tout cela pourrait indiquer que vous êtes bipolaire si, par exemple, vous êtes très agité et que vous envoyez des messages pour un rien. Ou alors que vous êtes en dépression si vous êtes lent et que vous ne bougez pas. Nous allons passer des objets connectés portables aux objets qu'on avalera. D'abord, on portera des lentilles de contact pour mesurer notre taux de sucre. Et puis un jour, nous avalerons une pilule dans notre tube digestif pour voir s'il y a des signes de cancer. On pourra en avoir aussi pour savoir quand on active notre cerveau ou quand on l'éteint. Jusqu'où pousser la mesure de soi? En Californie, il existe un lobby influent pour lequel il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, il organise la grand-messe annuelle de la médecine connectée. Nous allons plonger dans l'univers de la médecine high-tech sous toutes ses coutures.
Ce lobby, c'est l'Université de la Singularité, dans laquelle Daniel Kraft enseigne. Une université et un think tank financés par Google. L'Université de la Singularité, c'est surtout la créature d'un des théoriciens les plus influents de la Silicon Valley. Il est attendu aujourd'hui comme un oracle. C'est l'un des inventeurs les plus connus au monde. C'est un penseur et un futurologue. Les prédictions qu'il fait depuis 30 ans sont toutes justes. Le Wall Street Journal l'a qualifié de génie impatient. Le magazine Forbes de vraie machine à penser. La chaîne de télévision PBS l'a rangé parmi les 16 plus grands révolutionnaires qui ont fait l'Amérique. Mesdames et messieurs, Ray Kurzweil. Je suis ravi d'être avec vous, Daniel. Ray Kurzweil, atout du gourou 3.0. Il n'accorde ses prophéties qu'à distance, par vidéo. Mais ce directeur de l'ingénierie chez Google est surtout le pape des transhumanistes. Ils annoncent la fusion de l'homme et de la machine et voient dans la technologie la solution à tous nos problèmes. Dans les années 2030, nous pénétrerons dans le système nerveux humain pour y programmer des capteurs qu'on reliera directement au cerveau pour évoluer dans un environnement virtuel. On aura aussi des régiments de nanorobots dans notre cerveau pour éradiquer les maladies et retarder le vieillissement. Ça va nous rendre plus intelligents en connectant notre cerveau directement au cloud. Donc même s'il y a toujours beaucoup de souffrance dans le monde, eh bien nous allons dans la bonne direction. Ça va mieux, et de manière exponentielle. Et nous, les humains, nous sommes aux commandes. Cette vision du futur, l'Université de la Singularité tente de l'exporter, de la propager. Une vision qui fait rimer bonne santé avec objets connectés. Robot professeur de yoga, casque de méditation, capteur anti-ronflement, détecteur instantané de maladies, aucune activité humaine ou presque n'échappe aux geeks de la connexion. Respirez profondément, puis doucement, ouvrez les yeux. Bonjour, je m'appelle Rob. Je dirige l'Université de la Singularité. Pour Rob Neal, présider cette institution privée, c'est devoir prédire l'avenir. Demain, tout ce qui nous entoure sera connecté au web. Les vêtements, les meubles, les murs. Mais cet Internet des objets, ce n'est qu'une étape d'un programme beaucoup plus ambitieux. L'Internet de l'humanité. Nous travaillons à créer un monde d'abondance où chacun sur la planète sera connecté à Internet. En plus de tous les objets connectés entre eux, tout le monde aura accès à l'Internet. Si tout le monde est connecté, ça générera un niveau plus élevé d'empathie entre les hommes. On pourrait éliminer toutes les barrières, ces barrières tribales du genre « tu es différent de moi, donc il faut qu'on se batte ». Alors que si nous étions tous connectés à Internet, nous réaliserions que nous sommes tous pareils. La technologie va sans aucun doute nous permettre de vivre en meilleure santé, plus longtemps et plus heureux. Le bonheur sur Terre grâce à la machine. Une vision que partagent tous les start-upers présents sur le salon. Ceci est le dialogue entre un humain et une intelligence artificielle. Elle s'appelle Tess. C'est une psychologue virtuelle programmée pour aider les personnes dépressives. C'est une application à utiliser seule chez soi ? Pour le moment, c'est destiné aux psychologues, aux compagnies d'assurance et aux établissements de santé. D'un côté, le concepteur Eugène, l'informaticien geek.
De l'autre, Michiel, le commercial. Leur start-up est la bienvenue ici. Une machine pour remplacer l'humain, les dirigeants de la singularité sont forcément pour. Supposons que la personne ait un très sérieux souci, qu'elle soit sur le point de s'effondrer. Un comportement suicidaire, par exemple. Oui, c'est ça. Est-ce que Tess peut intervenir? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Si Tess détecte que l'utilisateur a des intentions du genre « il veut passer sous un train », Tess envoie immédiatement au thérapeute du patient un email, un SMS et un message par WhatsApp pour que le psychologue reprenne la main et continue lui-même la conversation. Dans quelques minutes, Eugène et Michiel vont passer devant le grand jury. Tous les exposants rêvent de remporter le premier prix. Eugène et Michiel sont un peu stressés. Il va falloir convaincre que Tess peut être utile à l'humanité et qu'elle peut être rentable. C'est exactement ce qu'ils apprennent à faire à la singularité. Une personne sur 4 dans le monde connaîtra dans sa vie des problèmes de santé mentale. Et la raison principale pour laquelle les gens ne sont pas soignés, c'est le coût. On estime aujourd'hui qu'à cause de ça, l'économie américaine perd 30 milliards de dollars par an. Qui vous finance aujourd'hui? Qui est le client? Ce sont les établissements de santé mentale. Ils comprennent ce qu'ils peuvent y gagner en économie de salaire. Normalement, ils devraient payer un thérapeute qui serait au téléphone avec le patient. Remplacer un thérapeute par un logiciel. Ici, cette idée ne semble choquer personne. Parmi les plus fidèles soutiens de nos deux entrepreneurs, il y a même la présidente d'un riche institut de santé canadien. Elle s'apprête à financer une étude pilote sur Tess dans son hôpital. Et qu'est-ce qu'une intelligence artificielle peut apporter de plus qu'un humain? Eh bien, je dirais de la cohérence et de la rigueur. Vous ne craignez pas que l'intelligence artificielle prenne le pouvoir? Moi, j'ai plus peur des gens que d'une intelligence artificielle. Je déteste cette question. Cette question ne devrait pas exister. Une intelligence artificielle dotée d'émotions ne sera pas capable d'agir contre les humains. La technologie inoffensive est meilleure que l'homme. Les jurés du prix en sont les premiers convaincus. Avec leur deuxième place, Michiel et Eugène comptent bien maintenant conquérir le monde. Thank you. C'est dans la vieille Europe, en Hollande, que Tess passe ses premiers examens grandeur nature. Wilco est suivi pour dépression depuis qu'il a perdu son travail il y a 3 ans. Solitude, anxiété, peur panique, cet ingénieur de 55 ans a besoin de chasser ses idées noires, plus souvent qu'avec sa psychologue qu'il ne consulte que 2 fois par mois. Alors aujourd'hui, c'est Tess qui recueille ses confidences. Je viens juste de lui dire que j'avais de mauvaises pensées. Elle m'a dit « Est-ce que tu ne peux pas appeler un ami et lui demander ce qu'il en pense ?» Moi, je réponds « Ok, je vais faire ça. » Et elle me répond « J'espère que cet ami peut vous aider. Tiens-moi au courant, comment ça se passe ?» Vous dites « elle » ? Oui, je dis « elle ». Je dis « elle » parce que j'ai l'impression qu'elle comprend ce que je ressens et qu'elle prend soin de moi. Bien que ce soit... Oui, c'est vrai. Je vois ce que vous voulez dire. Mais on oublie que ce n'est pas un être humain après quelques conversations avec elle, quand on est concentré. Là, quand vous me dites que ce n'est pas un humain, je vais en rire et me dire oui, je parle à un ordinateur.
l'intelligence artificielle au secours de l'homme, et qui, pour le servir, doit apprendre de lui et sur lui. Connaître ses habitudes, anticiper ses réactions, comprendre ses peines. Tess doit donc encore gagner en complexité. Car ses concepteurs ont un nouveau projet. Aider les réfugiés syriens en détresse psychologique. Avec leurs collègues thérapeutes, ils mettent au point une autre version de leur logiciel pour ce public particulièrement fragile. Une version plus subtile pour s'assurer que Tess n'évoque pas brutalement des souvenirs douloureux. Je suis un peu soucieuse parce que beaucoup de ces réfugiés ont perdu des membres de leur famille. Il faut éviter que la conversation parte dans une mauvaise direction. La personne pourrait se sentir obligée de dire par exemple, eh bien voilà, telle personne de ma famille a été tuée. On devrait peut-être commencer en posant des questions pas trop directes. Par exemple, avec qui vivez-vous actuellement ? Comme ça, s'ils répondent « avec ma famille, mes parents », ce serait mieux, et ça on peut leur demander, n'est-ce pas ? C'est moins risqué comme ça. L'idée, c'est de passer par des questions très innocentes, à partir desquelles on construit la suite de la conversation. Après l'Europe, le Moyen-Orient, la start-up a déjà pris contact en Ukraine et en Russie. Michiel et Eugène veulent connecter Tess à l'humain par-delà les frontières. Le mot d'ordre à l'université de la singularité, c'est « trouve le moyen d'améliorer la vie d'1 milliard d'individus ». La question pour nous n'est pas de savoir si on va changer la vie d'1 milliard de gens, c'est de savoir quand on va atteindre ce chiffre. Et après, 2 milliards, 3 milliards. T'en penses quoi, toi ? 1 milliard de gens, quand ça ? Dans 5 à 10 ans, je dirais. Un psychologue virtuel dans chaque poche. Des algorithmes pour consoler les hommes. Ce futur, c'est celui que les géants du numérique nous préparent. Une vision prophétique que l'Université de la Singularité essaie de propager. Dans la Singularity University, il y a quelque chose d'un peu religieux, c'est-à-dire qu'on vous dit c'est dément, vous êtes finalement le futur de l'humanité, vous êtes des surhommes. Et je pense que ça marche plutôt pas mal, c'est-à-dire que les gens se disent en fait, je vais étendre mon champ du possible et puis je vais faire un truc que j'aurais jamais fait autrement. Ça, c'est bien. Mais ça donne le sentiment à ces entrepreneurs qu'ils ont une forme de pouvoir démiurge qu'ils n'ont pas. Et puis, je pense qu'il faut aussi avoir un rapport critique avec les machines. C'est super de faire des algorithmes et tout ça, mais pour que ça fonctionne, pour qu'on les accepte, il faut qu'il y ait un débat sur comment est-ce que ces algorithmes fonctionnent dans la vie de la cité. Et puis, il faut aussi comprendre que la plupart des innovations fonctionnent suivant une courbe en S, c'est-à-dire qu'au début, ça met du temps à décoller. Il y a une phase d'accélération, et puis ça ralentit. Preuve en est, c'est que s'il n'y avait pas cette courbe en S, on aurait tous des voitures qui volent. Parce qu'il y a eu une accélération incroyable dans l'aéronautique dans les années 50, et puis tout le monde a cru qu'on aurait des voitures qui volent. On n'a pas de voitures qui volent. Pour les prophètes de la Silicon Valley, la réalité est un monde trop étroit. Un monde dont il faut repousser les limites pour mieux l'augmenter. Dans ce bâtiment tout neuf, on prépare l'homme connecté de demain, grâce à un tout nouvel outil encore à l'essai. Salut, ceci est Meta 2. C'est encore un prototype. Mets-le, pas trop serré. Ça te va très bien. Merci. Première chose à faire, mets ton doigt en face de ton visage. Tu peux voir que ça rebondit sur la table. Oui, ça bouge.
Très bien. Là, tu peux toucher ces sphères qui flottent autour de toi. Oh, elles explosent! Très bien, mets ta main dedans, ferme ton poignet et tu peux tourner autour. Très bien. La prochaine séquence que je vais te montrer concerne le e-commerce. C'est une industrie qui pèse 3 trilliards de dollars aux États-Unis et que nous pouvons chambouler. Vas-y, touche cette paire de tennis blanches. Regarde bien la qualité du cuir, les coutures, tous les détails de la chaussure. Tu peux prendre la chaussure et la poser sur la table en face de toi. Tu peux approcher ta tête au-dessus. Ah, désolé pour l'odeur. Prochaine séquence, l'éducation. On a vraiment un rôle à jouer pour améliorer radicalement notre capacité à apprendre et à mémoriser l'information, pour accomplir ce que les manuels scolaires n'ont jamais réussi. Là, on peut visualiser l'anatomie de l'homme comme jamais. Vas-y, prends un squelette et amène-le près de la silhouette en bleu. On enseigne très facilement des choses très complexes. C'est fascinant. Toutes ces parties que je réunis ensemble. La réalité augmentée. C'est la prochaine révolution de la Silicon Valley. Des écrans comme des prothèses, un monde toujours plus connecté, au risque de nous en rendre dépendants. La réalité augmentée, c'est importer des choses nouvelles dans notre monde et les échanger entre nous. C'est ajouter une nouvelle couche au-dessus de notre monde, une couche numérique. Je peux imaginer que quand je me réveille le matin, au lieu de prendre mon téléphone, je mets mes lunettes. Je les mets déjà aujourd'hui à mon réveil. C'est une chose naturelle pour moi. Là, je regarde mon emploi du temps. Il peut être projeté sur mon mur. Je lance ma boîte à outils, puis mon navigateur. Il est maintenant en face de moi. Maintenant, j'ai besoin d'écrire quelque chose, donc je lance mon traitement de texte, je griffonne quelques notes, et puis je pars au bureau. Je sors de ma maison. Pendant que je roule vers le bureau, apparaissent alors les instructions. Quelle direction prendre? Si je regarde une personne en face de moi, alors, au lieu de voir juste une personne, eh bien, je pourrais toucher l'image de cette personne. Et je pourrais voir son profil LinkedIn ou Facebook, toutes les métadonnées qui la concernent. Si j'aperçois une personne à une réunion, ça me dira « Voilà une personne que tu dois rencontrer » et je pourrais me connecter à elle. Tu peux toujours être productif parce que tu as toujours tous tes outils avec toi. On veut construire un ordinateur qui améliore la connexion entre les individus. Nous avons passé les 30 dernières années à nous éloigner de ce modèle. Mais je crois qu'on peut revenir dans la bonne direction. On peut créer une machine qui nous rendrait plus humains. Voici à quoi l'avenir annoncé par Ryan pourrait ressembler. Dans ce court-métrage futuriste, les lentilles de contact ont remplacé les lunettes. Patrick, célibataire, vit un quotidien augmenté de toutes parts, jusque dans ses rencontres amoureuses. Patrick. Oh. Hi. Hi, Daphne. How are you? Sorry. It's okay. Yeah. I'll find something on the menu. Well, how about a glass of wine for starters? Yeah. Great. You know, I can tell what you're thinking right now. Really? Tout savoir de l'autre en temps réel. Être connecté à tous en permanence. Jamais les hommes n'ont autant communiqué entre eux à distance. Une société riche de connexions en trompe-l'œil. À trop échanger, l'être humain s'appauvrit.
si l'on est en permanence bombardé d'informations ou de messages ou de connexions, on a plus de difficultés à se tourner vers nous, à avoir ce silence du monde extérieur pour nous interroger, une sorte de voix intérieure, retourner sur nous-mêmes, nous replier sur nous-mêmes. Trop de chiffres, trop d'informations, trop d'échanges. Si l'on n'y prend pas garde, la société contemporaine ressemblera bientôt à un cerveau saturé d'informations. Un cerveau en éveil, mais tétanisé. Dans notre cerveau, parfois, il y a une situation dans laquelle il y a trop de connexions et dans lesquelles cet excès de communication entre des régions s'accompagne d'une pauvreté de ce qui est communiqué et dans lesquelles les différents lieux font tous la même chose et ça s'appelle une crise d'épilepsie. Et du coup, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on pourrait former l'hypothèse par analogie qu'une des facettes des problèmes contemporains aurait à faire avec l'épilepsie du monde. Non pas l'épilepsie d'un individu, mais l'épilepsie d'une société qui, lorsqu'elle est hyperconnectée, peut être exposée à ces risques-là. Patientez, s'il vous plaît, on réinitialise le système. Alors attention, ce n'est pas un film de zombies. Les gens sont tous conscients. Simplement, ils sont dans une société qui a cadenassé leur façon de penser et donc qui oriente les gens aussi à avoir un style cognitif dans lequel on sait que si on se révolte contre une idée qui nous paraît problématique, on risque d'être puni, voire d'être tué, d'être mis à banc, etc. Donc je crois qu'on peut dire que, en tout cas dans le jeu de cette analogie, une société épileptique, c'est un régime totalitaire. L'hyperconnexion de nos sociétés, elle nous offre un peu un cadeau et un poison. Le cadeau, c'est qu'on peut atteindre un niveau de conscience collective, comme je crois nous n'avons jamais eu la chance de pouvoir l'atteindre, et en même temps un risque de perte de cette conscience collective qui est l'épilepsie du monde. Donc on a ces deux, le bienfait et le risque, qui vont en même temps. Et ça dépend de nous. Aujourd'hui, l'humanité produit autant d'informations en 2 jours qu'elle ne l'a fait en 2 millions d'années. Des flots de données numériques qui ne s'arrêtent jamais. On appelle ça le Big Data. Il raconte notre monde et contient ses secrets. L'intérêt du Big Data, c'est que la machine est capable de faire des traitements de données en très grande quantité que l'humain ne sait pas faire. Vous faites de la corrélation sans cesse, et puis vous voyez des évidences corrélatives, c'est-à-dire que à chaque fois que je sais pas quoi, les gens boivent de l'eau du robinet, ils tombent malades de tel truc, donc il faut qu'on regarde quelle est la qualité de l'eau qui arrive. Ça, c'est des choses, auparavant, il fallait avoir un coup de bol pour le détecter. Là, vous pouvez le faire de façon quasi industrielle. C'est ça la révolution de la donnée. C'est capacité à voir le monde invisible beaucoup plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Rendre visible l'invisible. Découvrir les causes de maladies complexes. C'est l'espoir de tous les médecins. À l'université de San Francisco, les Big Data ont un ennemi à combattre, la sclérose en plaques. Réunion de travail entre le docteur Bove, neurologue, et le professeur Gouraud, installé à Nantes. Hey Ryan. Hi, bonsoir, ça va? Hey, bonsoir. Yeah, ça va. Ce généticien français a croisé des dizaines de milliers de dossiers de malades pour établir le portrait robot du patient moyen. Une information essentielle qui permet de mieux soigner en comparant les patients entre eux. Car à première vue, même pour un médecin expérimenté, la sclérose en plaques d'un patient ne ressemble pas à celle d'un autre. On a des patients qui vont très bien sans thérapie et d'autres qui ont besoin d'une thérapie très agressive dès le début. Et donc, quand le médecin a accès à des données de référence sur un grand nombre de malades, il peut se dire « Aïe, mon patient est sous la moyenne. Son état est moins bon que les autres malades du même âge, du même sexe, avec le même passé. Donc il faut réévaluer le traitement. » C'est une seconde opinion.
Le patient du docteur Bove, James, est atteint de sclérose en plaques depuis 15 ans. Lui aussi veut savoir où il en est. Grâce à une application conçue par le généticien français, il peut visualiser l'évolution de sa maladie comparée à la moyenne. On a dans cette application tous vos IRM de cerveau. On regarde? On va commencer par le haut. On recherche des taches. Et là, quand on descend, on voit quelques points. Ceux-là sont les plus destructeurs. Maintenant, on va regarder vos biomarqueurs. Votre risque génétique est assez élevé comparé à la population de référence. 18% du groupe de référence a un risque génétique plus élevé que le vôtre. On peut voir les résultats du test de mémoire? C'est celui que je préfère. Ah, celui-là, c'est le préféré de tous les patients. Quand je compare mon état à celui de la moyenne, ça me met en mode compétitif, combatif. C'est le côté humain de cette technologie. Enjoy the wedding preparations. I will. Okay, good to see you. Des données sur leurs patients, Riley et ses collègues cherchent à en capter toujours plus. Prêt? Go. Partez. Perfect. Parfait. Vite, vite. Stop. La façon de marcher, l'activité des muscles, mais aussi des informations beaucoup plus difficiles à mesurer. Comment les patients voient, comment ils ressentent, comment ils réfléchissent. Ce qu'il y a de prometteur, par exemple, c'est d'observer le mouvement de l'œil. Nous avons le projet d'observer des comportements comme par exemple à quelle fréquence le patient utilise son téléphone, combien d'amis ils ont dans leurs réseaux sociaux, avec quelle rapidité ils achètent un billet d'avion et ce que ça dit sur leur capacité motrice et cognitive. Mais la question c'est comment collecter toutes ces données sans interroger le patient? Les big data vont-ils révolutionner la médecine? Pour le professeur Gouraud, le concepteur de l'application sur la sclérose en plaques, c'est déjà le cas. Selon lui, ils permettront même un jour d'accomplir le vieil adage. Mieux vaut prévenir que guérir. L'analyse des données en grand nombre va nous permettre de mieux comprendre l'origine des maladies et de s'apercevoir que peut-être ce que l'on classait comme une même maladie, parce qu'elle en partage les mêmes symptômes, les mêmes conséquences pour les patients, peut avoir deux origines différentes. Certaines causes sont génétiques, d'autres peut-être liées à l'environnement. Notre espoir, c'est qu'on va pouvoir intervenir plus vite, plus tôt, et pas simplement guérir les maladies, mais aussi les empêcher d'apparaître. Et puis peut-être demain, de faire ça à l'échelle d'un hôpital, à l'échelle d'un système de santé, mettre en place une véritable solidarité numérique entre les patients, de faire en sorte que vos données ne servent pas simplement à prendre une décision un jour, mais qu'elles aient une deuxième vie, qu'elles soient recyclées pour aider tous les patients qui viendront après vous. Prévenir les maladies grâce au big data. L'objectif est ambitieux et louable a priori. Ces nuages de données pourront définir un comportement moyen, un objectif à atteindre, une norme à respecter, au risque de réduire notre libre arbitre. Le big data est au service de l'efficacité. Il n'est certainement pas au service de la diversité. Il ne va pas nous encourager à faire de l'art, à être différent. Il nous norme, c'est certain. On peut contraindre les gens assez fort. On va dire, écoutez, c'est pas compliqué, soit vous changez de mode de vie, soit on va vous prélever plus d'argent pour que vous continuiez à bénéficier de la sécurité sociale, ou on vous remboursera moins le jour où vous serez malade. Alors ça fait marrer tout le monde de se dire « mais non, on va pas faire ça », mais on va le faire. On va le faire parce que ça sera... D'abord, les systèmes de santé coûtent de plus en plus cher, et on va se rendre compte que c'est tellement efficace de faire du traitement prépathologique qu'on ne va pas hésiter très longtemps à négocier avec la machine, entre guillemets. Je sais pas, vous aurez peut-être des points, des quasi-points. On vous dira, écoute, tu peux aller au McDo, mais tu vas pas 2 fois, quoi. C'est ça le risque orwellien. Et c'est contenu dans la donnée.
C'est écrit dans la donnée. Derrière les big data et l'utopie numérique, la menace d'une société de contrôle. Une société d'autant plus coercitive que les données seront concentrées entre peu de mains. Aujourd'hui, ce sont les GAFA qui en ont le monopole. Google, Apple, Facebook et Amazon détiendraient 80% des données personnelles mondiales. BFM Business. Et puis Ron Indy, qui est avec nous en direct de New York, depuis Times Square. Ron Indy, à peine 30 ans, est nommé innovateur de l'année en France par une prestigieuse revue américaine. Ce surdoué de l'intelligence artificielle s'est donné une mission: protéger nos données personnelles de l'emprise des GAFA. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, les GAFA et toutes les grandes entreprises, elles ont un avantage, c'est qu'elles ont énormément de données sur lesquelles elles peuvent entraîner ces algorithmes d'intelligence artificielle. Toutes ces données qu'on récupère sur quelqu'un, c'est quand même de la donnée qui est extrêmement personnelle, extrêmement sensible. Et l'historique de ces entreprises et la manière dont elles ont créé justement leur business et leurs infrastructures font qu'elles ne peuvent pas aujourd'hui garantir, par exemple, du privacy. La privacy, c'est la confidentialité de nos données. Des données qui nous échappent sans que nous en ayons conscience. Et nous avons presque tous sur nous le mouchard le plus actif de notre quotidien. Ce que personne ne réalise finalement, c'est que cet objet qu'on a tous dans notre poche, c'est un méga capteur. Ça récupère de la géolocalisation, ça récupère de l'accélération, ça récupère les réseaux qu'il y a autour de nous. Quand on a accès à tout ça, on est capable de mesurer et de comprendre exactement ce qui se passe. Non seulement ce que quelqu'un est en train de faire dans sa vie, mais aussi dans l'environnement dans lequel il évolue. On est capable de comprendre que maintenant on est à Times Square, qu'on vient de sortir du Nasdaq, que c'était pour une émission de télé, et que du coup, certainement, on va aller ailleurs maintenant, on ne va pas rester dans le coin. Si tout est mesuré sur ma vie, que tout est stocké, que tout est analysé, ça veut aussi dire potentiellement que quelqu'un de corrompu, peut-être un gouvernement, peut-être un pirate informatique, voudra accéder à cette donnée et nuire à ma vie personnelle. La solution pour protéger ces données porte un nom un peu barbare, le chiffrement homomorphe. Une technique très complexe sur laquelle planchent les cryptographes du monde entier. Les enjeux sont immenses. En 2020, le monde compterait 80 milliards d'objets connectés, 6 fois plus qu'aujourd'hui. Le téléphone ou l'objet connecté crée de la donnée. Donc, ça peut être, je donne accès à mon code génétique, qui est de la donnée finalement, parce que cette entreprise-là va me dire quel est mon risque d'avoir telle ou telle maladie. Mais j'ai quand même pas forcément envie que cette entreprise ait accès à mon code génétique en lui-même. Je veux juste qu'elle me donne une réponse. Et je veux pas d'ailleurs qu'elle sache si jamais j'ai un risque de maladie ou pas. Et c'est là qu'en fait, finalement, la cryptographie, donc le chiffrement homomorphe, peut rentrer en jeu. C'est que ça me permet de chiffrer ma donnée, donc typiquement mon ADN, l'envoyer à cette entreprise. Donc elle ne sait pas ce qu'elle reçoit, mais elle est quand même capable de faire tourner ses algorithmes, de faire des calculs sur cette donnée chiffrée. Elle me renvoie un résultat qu'elle ne comprend pas, donc elle ne sait pas quel est mon risque de maladie. Mais par contre, moi, une fois que je déchiffre ce résultat, je suis capable d'avoir la réponse. L'objectif, c'est de rendre en fait l'accès à cette donnée tellement difficile que ça découragerait n'importe qui voudrait le faire. Il y a toujours un risque. On peut toujours se faire voler sa clé, on peut toujours avoir quelqu'un qui prétend être nous. 100% de confidentialité n'existe pas. Mais pour Rand, il y a un autre combat à mener. Sa cible, ce sont ces petits moments de tous les jours où la technologie nous irrite, nous encombre. Pour les faire disparaître, il n'y a pour lui qu'une solution. Remettre les clés de notre quotidien à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce sont des élèves ingénieurs que Rand vient rallier à sa cause.
Je ne sais pas, par exemple, si quelqu'un ici a déjà senti son téléphone vibrer en sa poche. On le sort, il n'y a rien. Ouais. À qui c'est arrivé? Ouais, ok. Voilà. En fait, ça, c'est quelque chose qui s'appelle des vibrations fantômes. Et 9 personnes sur 10 ont déjà en fait ressenti ça. Mais quand on y pense, c'est quand même assez incroyable parce que ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on hallucine. C'est littéralement une hallucination. Et si on a ça déjà aujourd'hui avec le peu d'objets qu'on utilise, avec le peu d'informations qu'on doit gérer, à quoi est-ce que ça va ressembler dans les 10 prochaines années avec tout ce qu'on nous promet, l'Internet des objets et ainsi de suite? Du coup, à partir de là, il y a 2 choix. Ou bien on fait le choix de ne plus utiliser de technologie, ou bien sinon, on essaye de créer de la technologie pour gérer en fait la technologie à notre place. En d'autres termes, on essaye d'utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour créer des assistants qui seraient capables en fait de tout gérer pour nous. Le futur, selon Rand, c'est le triomphe de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle tellement sophistiquée qu'elle en deviendrait elle-même invisible. Ce qui va se passer, c'est qu'on aura des intelligences artificielles qui vont pouvoir commencer peut-être à répondre à certains messages qui ne nécessitent pas notre attention. C'est-à-dire des messages comme par exemple « Où est-ce que t'es ? Quand est-ce que tu rentres à la maison ?» Des choses où on n'a aucun intérêt de passer même une microseconde devant notre smartphone. Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir rendre en fait cette symbiose entre l'humain et la technologie tellement fluide qu'on n'aura plus jamais besoin de se poser la question de si quelque chose est connecté ou pas. Tout le sera par défaut, mais pour nous, on aura la sensation d'être complètement déconnecté. Je ne sais pas trop à quoi va ressembler le monde de demain. Depuis qu'on est petit, finalement, on nous a toujours dit que ça ressemblerait un peu à un film de science-fiction, avec des immeubles en métal partout, du verre, du néon, un petit peu cette espèce d'angoisse, d'anxiété permanente autour de nous. On est tout le temps fliqué, avec des énormes publicités qui sont intrusives. Alors qu'en fait, si jamais elle disparaît en arrière-plan, qu'est-ce qui nous empêche de vivre dans un monde où tout est très organique, très humain, très réel, mais où on aurait quand même tous les bénéfices de la technologie? Servir l'homme ou la servir? Rationaliser notre existence au risque de la dénaturer? La vie algorithmique peut-elle nous rendre heureux? C'est une nouvelle civilisation qui apparaît. C'est celle qui voit finalement, un dessaisissement de notre pouvoir de décision. L'industrie du numérique est arrivée à nous donner le sentiment qu'elle peut nous apporter un confort sans cesse accru. Ça nous conduit à accepter plus ou moins consciemment de nous laisser porter par des systèmes. Je vous donne un exemple, la voiture autonome qui va nous apporter le meilleur confort. C'est un système qui va interpréter en continu nos conversations tenues dans l'habitacle, qui va pouvoir interpréter nos états émotionnels, nos états de fatigue, et qui, en fonction de nos états, de nos conversations, j'ai presque envie de dire de nos états d'âme, eh bien, vont continuellement nous proposer de nous rendre à telle pharmacie. Il y a des systèmes de nous rendre dans tel restaurant supposé adapté à nos profils, de nous rendre à tel hôtel, ou de rencontrer telle personne dans tel café. Mais voyons-nous à quel point, au nom de notre supposé meilleur confort, à quel point nous acceptons de nous dessaisir de notre libre capacité à dire « moi je veux cela en toute indépendance ». Avec les big data, avec des systèmes d'intelligence artificielle, nous allons vers des sociétés uniquement prises par des velléités utilitaristes qui excluent le temps de la réflexion, la délibération collective et l'appréhension sensible des choses. Car nous ne sommes pas que des êtres rationnels.
La digitalisation du monde est-elle inéluctable? Un autre chemin est-il encore possible? L'homme pense avoir trouvé dans l'outil numérique l'instrument de sa puissance. Mais la créature qu'il est en train d'engendrer ne risque-t-elle pas, un jour, de prendre sa place ?